quelques jours des Européennes, il était important d'inviter Thomas Ferrier. Bonjour Thomas Ferrier. Bonjour. Vous êtes historien, cadre de la fonction publique, mais c'est au titre de fondateur et créateur du Parti des Européens que vous êtes notre invité aujourd'hui. Dans un entretien accordé à Daniel Conversano, c'était en décembre 2017 déjà, vous affirmez que vous n'avez pas de souvenir de ne pas avoir été européen. Très tôt, vous avez eu cette conscience européenne. C'est donc vous, l'Européen en France? Oui, malheureusement, si on peut dire, je suis l'Européen de France parce qu'aujourd'hui, la position que je défends, que je pense en réalité beaucoup plus forte dans l'opinion de ceux qui, en tout cas, ont conscience de l'importance de l'Europe, est rare. Et donc, il s'agit effectivement d'amplifier et d'augmenter le poids de ce discours nouveau, on va dire. Mais alors, d'une conscience européenne largement, très largement partagée, vous aboutissez à la défense des acquis, je cite, indiscutables de l'Union européenne. Alors là, il y a un fossé que peu ont franchi, à part vous, cette fois-ci encore. Moi, j'ai en tête une citation d'un des nationalistes européens des années 60, qui s'appelait Thiriard, et qui disait, à propos de la CE à l'époque, « Il ne faut pas la détruire, mais en hériter ». Pour moi, les acquis de l'Union européenne, c'est l'existence d'un Parlement européen qui peut servir de caisse de résonance pour un vrai discours européen demain, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est un drapeau, ce sont des symboles. C'est quand même l'idée qu'on a réussi à dépasser les clivages et les querelles du passé, notamment le cas franco-allemand. Donc ça, c'est un héritage que je trouve utile. Par contre, il y a évidemment énormément de choses dans l'Union européenne actuelle qu'il faut combattre, qu'il faut contester, qu'il faut changer. Vous les changez tellement peu que vous allez jusqu'au bout de la provocation, puisque vous vous définissez comme européiste, c'est-à-dire gardien des vestiges du système européen. Alors européiste au sens identitaire du terme, c'est-à-dire d'abord au sens charnel. Un européiste, au sens positif du terme, c'est un Européen qui assume son destin d'Européen et la nécessité d'une Europe politique unie. Ce n'est pas le cas de l'Union européenne actuelle. Quand vous dites que je ne veux pas changer grand-chose, uniquement changer quand même l'existence d'une commission, les deux conseils européens qui disparaîtraient, en fait, le Parlement européen serait la seule chose avec l'euro, le drapeau européen et l'hymne européen qui survivrait à la révolution que nous espérons. Donc, ce n'est pas si peu de choses que ça, en fait. Mais vous comprenez bien que le mot européiste, il est utilisé d'une autre façon qu'identitaire. J'étais européiste comme Juncker, en plus sobre, certainement. Alors, ce sont les euromondialistes. Les euromondialistes peuvent se prétendre européistes, effectivement. Ils le sont en parole, parfois. Ils le sont rarement dans les actes, et ils ne le sont jamais idéologiquement, en fait, quand on creuse. On pourrait dire que Emmanuel Macron, par exemple, serait européiste, puisqu'il parle d'une souveraineté européenne. Mais en quoi y a-t-il une quelconque avancée vers l'Europe dans le discours du président de la République? Aujourd'hui, il est président de la France, il se pense comme tel, il ne se pense pas président européen, et on voit bien avec le partenaire allemand, qui ne gagne pas grand-chose. Madame Kramp-Power, AKK, la remplaçante de Madame Merkel, lui est rayonnée, globalement. Donc, c'est pas tout de se dire européiste, c'est de l'être. Et le problème, c'est que beaucoup de ceux qui se prétendent tels ne le sont pas. Quand on se dit européiste, vous êtes d'accord avec moi, Thomas Ferrier, que l'on est obligé de se référer à l'héritage politique. Or, cet héritage politique, de fait, c'est celui des pères fondateurs, ceux dont Philippe de Villiers vient d'annoncer, d'évoquer dans Le Grand Mensonge qu'ils étaient pour le moins vacillants, des références aux pères fondateurs malgré les dollars, la CIA, les agents, le passé qu'on efface, les hautes trahisons. C'est tout cela, les pères fondateurs de l'Europe. Moi, je ne me définis pas par rapport à des pères fondateurs, parce que je considère que l'idée européenne est bien plus ancienne. Dans ce cas-là, si on veut trouver un père fondateur, je pense à Georges de Podiebra, qui est le roi de Tchéquie, qui, au XVe siècle, s'est dit que ça serait bien que l'Europe s'unisse pour expulser les Turcs ottomans du continent. Évidemment, il n'a pas été écouté, et ensuite, on a trouvé les Turcs jusqu'à Vienne. Donc, non, je pense que les pères fondateurs de l'idée d'Europe, c'est jusqu'à Hippocrate. Quand Hippocrate définit donc il y a 2500 ans, définit les europaioi, les Européens, comme épris de liberté, pratiquant la bravoure, peuple né pour, de grandes choses. Donc je pense que l'idée européenne, elle a 2500 ans, elle n'a pas 50 ou 70 ans. Et ces pères fondateurs-là, vous les prenez avec vous dans ce système, qui sont tous les pères fondateurs de votre Europe, ou est-ce que vous les laissez de côté? Je pense à des gens comme Jean Monnet et tant d'autres. Moi, je vais vous dire honnêtement, ces gens ne m'intéressent pas beaucoup. Je ne suis pas du tout leur héritier idéologique. De l'Union européenne, que moi, vous avez évoqué comme étant indiscutablement avec des acquis.
Moi, les acquis, pour moi, ils sont très limités. Comme je le disais, il y a l'euro, c'est un acquis pour moi. Je considère que c'est une bonne chose qu'il y ait une monnaie européenne. Je voudrais qu'elle soit une monnaie réellement européenne, c'est-à-dire qu'elle soit dans toute l'Europe. Mais on se contente de ce qu'on peut. Non, là, quand je veux supprimer la Commission de Bruxelles, qui est comme le cœur du système bruxellois, je ne me place absolument pas dans leur héritage. Moi, je pense qu'il y avait une volonté de départ de faire l'Europe pour de bonnes et de mauvaises raisons de leur part. Les Américains y trouvaient leur compte. Il y avait le contexte de la guerre froide. Moi, je pars d'un principe, c'est que jusqu'à la fin de l'Union soviétique, jusqu'à la disparition de la guerre froide, la construction européenne actuelle n'était pas en soi négative, parce que de toute façon, elle ne pouvait pas être autrement. Elle était forcément sous l'égide des Américains, puisque ce sont les Américains qui, à l'Ouest, ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Le problème n'est pas d'avoir été atlantiste jusqu'en 1991. Le problème, c'est de l'être resté depuis. Or, l'Union soviétique n'existe plus, la menace du communisme n'existe plus, et au contraire, il aurait fallu, dès le départ, réintégrer la Russie au maximum dans le système européen. Or, on a fait le contraire. Et aujourd'hui, on voit bien que la Russie est aux portes de l'Europe au lieu d'en faire partie. C'était possible, il y avait un créneau à un moment donné qui permettait à la Russie helsingienne de rejoindre l'Europe. J'ai parcouru les 144 points détaillés de votre programme intitulé « Résistance, reconquête, révolution et renaissance ». Alors le point 1, il correspond à une revendication somme toute assez nouvelle et assez originale, c'est la création d'une nationalité européenne. Est-ce que cette nationalité européenne, tout d'abord, se substitue à nos propres nationalités, en ce qui nous concerne la nationalité française? Alors c'est plus compliqué que ça. On va dire oui dans l'esprit et non dans la forme. C'est-à-dire qu'il n'y a, passeport, quoi. Il n'y a pas de transmission directe de la nationalité française vers la nationalité européenne. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a une citoyenneté de l'Union européenne qui existe juridiquement, qui n'a pas beaucoup d'importance, mais qui existe dans les textes de l'Union européenne. La citoyenneté de l'Union européenne, c'est toute personne qui a la citoyenneté d'un État de l'Union européenne à la citoyenneté de l'Union européenne. Voilà, c'est notre passeport. Voilà. Moi, je suis pour une nationalité européenne, c'est-à-dire que je ne suis pas pour que cette nationalité soit l'héritière, soit comptable des politiques de naturalisation des anciens États. Si on part du principe qu'on aurait une Europe unie, qui intégrerait par exemple la Pologne ou la Hongrie, sans parler de la Russie, les Polonais et les Hongrois ne veulent pas de diversité chez eux. On l'a vu avec Orban. Mais ils n'en veulent pas chez nous non plus. Et n'accepteront de faire partie d'une Europe unie que si l'Europe occidentale ressemble encore à l'Europe. Là est le problème. Donc, si on applique, comme pour l'euro, des critères de convergence à la mise en place de cette nationalité européenne, il faut trouver donc les bons critères de convergence de manière à ce que ceux qui aient cette nationalité européenne soient ceux qui doivent et sont légitimes pour l'avoir, et que ne l'aient pas ceux qui ne sont pas censés l'avoir. En termes très clairs, la nationalité française aujourd'hui a été complètement dévaluée depuis 50 ans par les politiques des gouvernements. Elle n'a objectivement plus de valeur pertinente. Donc, si on crée une nationalité européenne qui ne soit que la nationalité française donnée au niveau de l'Europe, ce n'est pas pertinent pour moi. Vous voyez, c'est assez révolutionnaire. C'est une nationalité qui est indépendante des nationalités existantes à temps t égale 0 aujourd'hui. C'est-à-dire, concrètement, pour que ce soit bien clair, j'ai la nationalité européenne, est-ce que je conserve la nationalité française? Mon passeport s'ouvre sur une page Union européenne, ça ne m'a pas échappé, mais il est indiqué à l'intérieur République française. Est-ce que ce terme de République française disparaît? Oui ou non? À partir du moment où la nationalité française n'a plus de valeur objective, elle n'apparaîtra plus. Les anciennes nationalités disparaîtront pour tout le monde, pour moi comme pour vous, pour n'importe qui, et certains auront la nationalité européenne et d'autres ne l'auront pas. La langue française sera donc abandonnée au profit de la langue anglaise? Alors non, parce que d'abord je pars du principe qu'il y a 6 langues de civilisation européenne essentielles aujourd'hui en Europe, qui se démarquent par rapport aux autres langues, même si les autres langues sont toutes respectables. L'anglais en fait partie, on ne va pas se mentir, mais le français en fait partie, l'allemand, le russe, l'espagnol et éventuellement l'italien, puisque ce sont les grandes langues de culture européenne. Le problème en France, comme ailleurs, c'est qu'on ne sait pas aujourd'hui bien enseigner les langues étrangères européennes. L'école russe, par exemple, est très efficace. Les jeunes Russes peuvent apprendre le français en 2 à 3 ans de manière très performante, avec un niveau très satisfaisant à l'issue de tout cela. Combien de gens de ma génération ont fait minimum 7 ans d'anglais et sont incapables d'aligner 2 phrases? C'est absolument impressionnant. Donc l'anglais, le français, l'allemand, par exemple, le russe, sont des grandes langues d'Europe. Et il y a un autre défaut de l'anglais, c'est que je ne veux pas quand même que la langue principale d'une Europe unie soit la langue des Américains. Même si l'anglais est une langue européenne, ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir la même langue qu'eux. À terme, il faudra sans doute une langue unitaire. Mais ce n'est pas un objectif principal. Je préfère développer la multilinguisticité, si on peut dire, en Europe. Je pense à un exemple dans l'Empire romain, les gens parlaient grec et latin souvent.
Il y avait un bilinguisme. Alors, je poursuis sur cette notion d'Union européenne. Nous pourrions parler pendant des heures, tant ça ouvre des perspectives nouvelles. Quelle est la carte géographique de cette Europe? Vous y incluez ou pas? Parce que je n'ai pas très bien saisi la Russie. Et quelle va en être la capitale? Parce qu'il y aura bien une capitale, en l'occurrence Berlin, c'est tout trouvé. Ah, non, Berlin ne peut pas être la capitale d'une Europe unie. D'abord parce que, évidemment, la coloration idéologique de citer Berlin n'est pas innocente. Le fait que Berlin soit la capitale de l'Europe rappellerait évidemment beaucoup de mauvais souvenirs à notamment les peuples slaves. Donc il faut être dans une logique de rassemblement et de réconciliation. Mais il ne faut pas être dans une logique de provocation. Concrètement, les frontières de l'Islande à la Russie, Arménie et Géorgie incluses, évidemment pas la Turquie. Et pas l'Azerbaïdjan. Et la capitale? La capitale sera Strasbourg dans un premier temps, mais avec l'élargissement à la Russie, Strasbourg serait beaucoup trop à l'ouest. Et la tradition européenne de fonder une nouvelle ville qui existait au Moyen-Âge comme dans l'Antiquité, c'est perdu. Je pense que c'est une bonne chose de la réactiver. On peut imaginer une capitale qui sortirait comme un champignon de la forêt tchèque, par exemple, ou en tout cas des zones de l'Europe centrale, puisque c'est le mieux placé par rapport entre Paris et Moscou, entre guillemets. En votant pour le Brexit, le peuple britannique a fait savoir qu'il ne souhaitait pas associer son destin à celui de l'Union européenne, à l'Europe. Et vous êtes partisan de la démocratie directe. Ça doit être respecté, y compris pour les Anglais, que vous voulez emmener dans votre Union européenne. Le problème, c'est que la démocratie, et depuis les Grecs on le sait bien, passe d'abord par la démopédie, c'est-à-dire l'éducation du peuple. Si le peuple est victime du grand effacement qu'évoque Renaud Camus au niveau culturel, comment peut-il s'exprimer librement? Là est le vrai problème de la démocratie. C'est que la démocratie, aujourd'hui, n'existe plus en réalité, ou existe qu'en façade. C'est-à-dire que le peuple est trop bête pour voter aujourd'hui? Non, c'est pas qu'il est trop bête, c'est qu'il est abêti. C'est pas pareil. Il est manipulé, il est, dupé. Je vais prendre un exemple très concret. Il est évident que beaucoup de Britanniques qui ont voté en faveur du Brexit l'ont fait par refus de l'immigration, essentiellement post-coloniale. Or, qu'est-ce qui se passe finalement? Les flux européens vont baisser. Effectivement, les Polonais et les Bulgares ne vont plus s'installer au Royaume-Uni, mais les flux post-coloniaux qui viennent de l'ancien empire, notamment du Pakistan ou d'Afrique ou d'ailleurs, augmentent. D'ailleurs, on se retrouve au Royaume-Uni aujourd'hui avec une pénurie d'un certain nombre de métiers, parce que les Européens s'en vont, parce qu'ils ont peur du Brexit, même si le Brexit, a priori, n'aura pas lieu. Parce que la classe politique britannique s'est rendue compte que c'était absolument infaisable. Mais ça vous l'avez dit en 2016, vous avez dit que le Brexit n'aurait pas lieu et que l'on verrait, je vous cite, un pourrissement du Brexit. Est-ce que vous pensez que les faits vous donnent raison actuellement, que les électeurs vont être les dindons de la farce alors? Le pourrissement, il est déjà là. On voit bien que Theresa May est incapable de mener à bien le Brexit parce qu'il y avait une question, moi je n'avais pas du tout vu dans l'affaire, mais essentielle, c'est la question de l'Irlande du Nord. C'est vraiment l'Irlande du Nord qui a changé la donne parce qu'il y avait un risque réel que le conflit qui avait été pacifié entre le Sinn Féin et les ultras de l'Ulster, les ultra-protestants, reprenne. Et le risque était réel. Et cette frontière irlandaise, c'est ce qui empêche en fait le Brexit. On l'a bien constaté. Et elle aurait voulu, Theresa May, affaiblir cette ligne de front. Et on a bien vu que c'était rédhibitoire. Et là-dessus, l'Union européenne actuelle, à qui je reproche souvent son impotence, a quand même tenu bon. Il faut lui reconnaître cela. Ils ont tenu bon sans à aucun moment remettre en cause, en parole en tout cas, le Brexit. À aucun moment, ni Tusk, ni Juncker, ni d'autres ne sont allés dire qu'il fallait que le peuple britannique revote ou qu'il fallait annuler l'article 50. Ils ont été très subtils là-dessus. Ils l'auraient fait, je pense que ça aurait servi clairement le camp du Brexit. Parce que l'impopularité de l'Union européenne actuelle est légitime. Mais il faut voir que le Royaume-Uni, qui n'est quand même pas dans l'espace Schengen, donc l'immigration au Royaume-Uni ne doit rien à l'Union européenne, et qui n'a pas l'euro, n'est pas capable de quitter l'Union européenne. Donc que dire d'un pays comme la France qui a l'euro, qui a créé donc des interdépendances économiques extrêmement fortes et qui est dans cet espace Schengen qui n'explique pas les flux extra-européens qui assaillent les frontières en Italie ou en Espagne. Je parle de Grande-Bretagne, je retourne en Russie. Vous avez dit tout à l'heure que dans cette Europe que vous souhaitiez, il y a la Russie qui est intégrée. Or, on voit bien aujourd'hui que la Russie se détourne plus de l'Europe. L'Europe s'étant détournée de la Russie, j'en conviens, et se tourne vers, par exemple, la Chine et l'Asie. Est-ce que vous pensez qu'on peut inverser cette propension à se tourner vers l'Est plutôt qu'à l'Ouest en ce qui concerne la Russie ? En fait, les forces centrifuges qui assaillent l'Union européenne agissent aussi en Russie. Le caractère centrifuge, c'est quoi? C'est finalement chercher ailleurs
des solutions au lieu de les chercher en Europe. En Angleterre, ça voulait dire le Brexit, ça veut dire se tourner vers l'ancien empire colonial, vers les États-Unis. Pour la France, c'est l'espace francophone africain que revendiquent beaucoup de souverainistes, malgré le fait que cette revendication france-africaine aboutit à favoriser les flux migratoires africains vers la France. C'est le cas, par exemple, de l'Espagne, qui se tourne dans ces cas-là vers l'Amérique centrale et méridionale. Ça va être le cas donc de la Russie, qui, dans la même logique souverainiste, va se tourner vers l'Asie, niant son caractère strictement européen, car la Russie, je parle du peuple russe, je ne parle pas des Bouriates ou des Yakoutes qui habitent la Sibérie, mais le peuple russe en tant que tel, un peuple slave, un peuple pagano-chrétien, un peuple pleinement européen. Et donc, le danger est de se tourner vers la Chine, alors que la Russie a toujours été le rempart de l'Europe par rapport à l'Asie. On se souvient que ce sont les Russes qui ont encaissé le joug tatar, tataro-mongol, au Moyen-Âge, qui ont protégé l'Europe. Donc, eh bien, ils risquent de se faire dévorer la Sibérie par l'immigration chinoise qui augmente considérablement. Ils subissent une immigration centra-asiatique, donc d'Asie centrale musulmane à Moscou même. Et les nationalistes russes, finalement, les plus durs, ne sont pas du tout bien vus par le régime poutinien. Alors, parfois, à juste titre, parce qu'ils tombent dans l'extrémisme stérile, notamment les nostalgies incapacitantes. Mais c'est inquiétant. Moi, par contre, j'apprécie quelqu'un comme Dimitri Rogozin, qui est un des hauts responsables du gouvernement russe aujourd'hui, et que je suspecte d'être un européiste caché, c'est-à-dire de quelqu'un qui a pris conscience de la nécessité d'une Europe unie, mais qui est obligé de tenir compte de l'attitude de l'Union européenne actuelle, qui rampe devant les Américains et applique des sanctions à la Russie que les Américains eux-mêmes, en douce, n'appliquent pas. D'accord, mais enfin, Thomas Ferrier, quand vous faites un rejet des souverainetés, c'est une constante de votre pensée. En vous opposant aux souverainistes, vous vous empêchez demain, votre projet européen, d'être lui aussi souverain et donc d'être mis en situation d'être contrebalancé, contrecarré, contre-attaqué par des puissances existantes comme celle des États-Unis ou en devenir comme celle de la Chine. Donc il faudra bien une souveraineté européenne. Donc rejeter ce terme de souverainiste, c'est vous nuire finalement. Alors, c'est la même question que sur l'européisme, d'une certaine manière. Effectivement, je suis souverainiste européen dans le sens où je suis partisan d'une souveraineté européenne, évidemment. Mais ce que j'appelle souverainiste, alors peut-être que le terme est inadéquat. C'est Philippe de Villiers qui le revendique en disant c'est moi qui l'ai évoqué en premier en 2004. Alors, moi, ce qui m'embête, c'est donc le fait que effectivement Villiers le revendique, c'est dans une logique anti-européenne. Quand je dis anti-européenne, ça ne veut pas dire anti-peuplement européen, mais toute idée d'Europe politique. Je vais prendre un exemple plus concret. Marion Maréchal Le Pen est interviewée dans Valeurs Actuelles il y a 15 jours à peu près, une longue interview de 6 pages. Et dedans, à plusieurs reprises, elle exprime son opposition à toute idée d'un État européen souverain. Par État européen, on entend bien un État unique. Elle le répète à plusieurs reprises. Ce souverainisme-là refuse l'idée, effectivement, d'une Europe politique. Mais d'autres exemples vont dans le sens positif. Par exemple, si vous prenez Jean-Yves Le Gallou, dont je suis l'évolution depuis longtemps, ou un de ses amis qui s'appelle Michel Geoffroy, qui a sorti un livre récemment sur l'hyperclasse, sur le mondialisme. Dans son ouvrage que je lisais tout à l'heure, parce que je préparais une émission avec lui, sur Courtoisie, eh bien, en fait, il explique qu'il faut effectivement une Europe politique souveraine. Donc, si le mot souverainiste voulait dire simplement un cadre politique, oui, je suis souverainiste européen. Par contre, je suis opposé aux souverainistes nationaux qui, pour moi, divisent l'Europe au lieu de l'unir. En évoquant le Brexit, vous avez écrit aussi « L'indépendance du Royaume-Uni est un leurre pour un pays qui est devenu la colonie de ses anciennes colonies ». Et on voit bien que dans votre pensée, la notion d'immigration reste un problème majeur pour l'Europe actuelle ou même celle que vous voulez construire, car elle ne se construira pas en dehors de la présence de millions, de dizaines de millions d'extra-européens sur le sol européen. Oui, alors c'est le problème, c'est l'équation. C'est que moi, je suis le seul, en fait, à relier les politiques remigratoires que un certain nombre de personnes proposent avec un cadre politique européen. Je considère que juridiquement et politiquement, des politiques d'inversion des flux ne sont pas possibles au niveau national. Parce qu'on serait les héritiers des politiques des gouvernements. Il y a des principes juridiques de fond. Un exemple, la continuité juridique. Un État qui remplace un autre État sur le même espace politique, donc a une continuité juridique. Il est obligé d'assumer les politiques des gouvernements, ce qui est d'ailleurs terrible au niveau de la politique en général, puisque les partis de droite, systématiquement, sont obligés d'hériter les politiques des partis de gauche au pouvoir. Et généralement, les partis de gauche ont moins d'état d'âme à annuler des politiques des partis de droite, parce que les partis de droite sont là pour limiter la catastrophe. Donc forcément, ils essaient de faire des politiques mesurées, alors que les partis de gauche, aujourd'hui, sont là pour accélérer
la destruction de la civilisation européenne. Donc le problème d'aujourd'hui est là. Sans révolution, c'est-à-dire sans une remise en question de tous les cadres, de tous les paradigmes actuels, la civilisation européenne va s'éteindre au cours du XXIe siècle. Et effectivement, d'un point de vue migratoire, c'est Laurent Oberton qui le dit dans une interview d'un des numéros d'Éléments sorti il y a quelques mois. Il dit qu'à terme, en 2100, il n'y aurait plus qu'un tiers d'Européens, Russie incluse, sur le sol européen. Donc un tiers avec évidemment une moyenne d'âge qui ne précise pas, mais très importante également. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène d'extinction progressive de l'Europe. Il n'est pas imaginable à mes yeux que l'Europe ne s'en sorte autrement que par une unité qu'elle est incapable pour l'instant de réaliser. Nietzsche parlait du nihilisme européen. Donc nihilisme, ça veut bien dire ce que ça veut dire, une sorte d'autodestruction, et notamment de cette incapacité que l'Europe avait témoignée de s'unir. Mais pour prendre un exemple historique qui me paraît pertinent, nous avons connu, nous Européens, ce que les Grecs ont connu pendant la guerre du Péloponnèse, c'est-à-dire qu'il y a eu des affrontements de cité à cité. Nous, on les a eus d'État à État. Et Isocrate, à l'époque, explique qu'il faut absolument unité de la Grèce si celle-ci veut rester libre. Évidemment, c'est Démosthène, le souverainiste de l'époque, qui va gagner. Bon, comme récompense, il sera exécuté par les Macédoniens. Et concrètement, la Grèce deviendra une terre soumise, d'abord aux Macédoniens, puis aux Romains, puis aux Turcs, pendant 2000 ans. Donc voilà le prix que l'Europe pourrait connaître, et encore les Grecs, au moins rester grecs sur leur sol. Les Européens n'ont même pas cette chance. Est-ce que, quand vous parlez de tout cela, ça me fait penser à Renaud Camus, qui essaie de faire une liste aux européennes, qui remue ciel et terre pour faire cette liste aux européennes, pour porter cette notion de remigration, ces notions théorisées depuis bien longtemps de grand remplacement. Est-ce que tout cela vous parle? Est-ce que tout cela vous amène à vous être rapproché de Renaud Camus? Est-ce que vous ne serez pas candidat aux européennes? Alors non, je ne serai pas candidat aux européennes pour des raisons assez claires. C'est que le financement n'est pas là et ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Le problème, c'est que je ne veux pas être candidat pour faire 0,1% des voix. Ça ne m'intéresse pas. Parce que c'est du témoignage. Or, le problème d'aujourd'hui... Vous avez si peu confiance dans vos idées que vous pensez faire 0,1%? Non, parce que je sais très bien que si je n'ai pas d'émergence médiatique préalable, ça n'est pas possible. Si Jean-Marie Le Pen, en 1982, n'avait pas été invité aux 4 vérités sous le coup de pouce de Mitterrand, il n'aurait jamais fait les 10 et quelques pourcents qu'il a fait aux élections européennes de 84. Il faut exister médiatiquement au plus haut point avant de pouvoir être candidat et espérer faire un score. Sinon, effectivement, on peut faire une qualité de témoignage qui est respectable. Dans le cas de Renaud Camus, moi j'apprécie beaucoup ce qu'il fait, et je le sais, un grand Européen. Je trouve que la ligne avec laquelle il s'est associé manque de cette vision européenne. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui sur la question d'engager des politiques remigratoires. Le problème, c'est que faire une liste, c'est très compliqué, et on voit bien. S'il faut imprimer ses bulletins de vote sur Internet pour voter pour lui, et c'était le cas à une élection précédente, on se doute bien qu'il y aura quelques milliers de personnes qui vont voter pour lui. Alors certes, c'est une très belle ligne, certes, c'est un homme de grande conviction, de grande valeur, avec une vraie volonté de changer les choses. Mais moi, je ne veux pas faire ça. Faire ça, ça veut dire concrètement s'interdire l'avenir. Parce que les gens ont en tête de faire 0,1% des voix. Après, vous me dites que vous avez si peur de mes idées. Mais les souverainistes purs, moi je considère que mon opposant presque antinomique, c'est François Asselineau, qui, sur tous les sujets, est à peu près l'antithèse de ce que je propose. Ben, il fait 1% des voix. Donc, le souverainisme pur aujourd'hui fait 1% des voix. L'européisme pur, non médiatisé, ferait un dixième de ce qu'il fait. On peut considérer que souverainiste aujourd'hui, il y a M. Asselineau, mais il y a aussi M. Philippot, il y a aussi Mme Le Pen, M. Bardella tout au moins, et ainsi qu'une partie de l'électorat de M. Bellamy, ce qui fait quand même plus de 1%. Alors oui, mais il y a une évolution quand même, dont je tiens compte du Rassemblement national. À défaut de considérer que cette évolution est sincère, au moins elle est tactique. On voit bien que l'idée européenne est si forte que finalement Marine Le Pen a quand même perdu son débat le 3 mai 2017, en grande partie sur les questions d'Europe, même s'il les abordait que sur le plan économique, ce qui était à mon avis une erreur. Elle aurait dû évoquer les questions identitaires, et là, elle aurait déstabilisé Emmanuel Macron. Et donc, le bouc émissaire Philippot a été tout trouvé. Les sondages l'annoncent à 1,5% des voix, je pense qu'il fera 1,5% des voix. Et puis, elle est obligée donc de mettre en sourdine ce discours anti-européen. Aujourd'hui, la stratégie du Rassemblement national n'est plus de sortir de l'Union européenne, c'est de la ronger de l'intérieur, en fait, pour la faire exploser. Et si effectivement l'Union européenne explose, il n'y aura plus besoin de sortir de l'euro n'existera plus, et il n'y aura plus besoin de sortir de l'Union européenne, elle n'existera plus. Je pense qu'ils ont compris quelque chose que moi j'ai défendu depuis longtemps, c'est-à-dire l'importance du Parlement européen et la possibilité que ce Parlement européen, demain, puisse être le fer de lance d'autre chose.
Ça, ils l'ont compris, mais il y a un problème de destination. Moi, je veux que le Parlement européen s'autoproclame Assemblée européenne constituante et bâtisse un État qui serait l'État européen. Alors, eux veulent simplement que le Parlement européen serve de bélier contre la construction européenne en tant que telle. Si je retire les souverainistes de liste des européennes, il vous reste, je crois, 4 choix de vote qu'il va falloir bien indiquer, puisque vous allez aller voter aux européennes. Nathalie Loiseau, Jadot, Xavier Bellamy, Christophe Lagarde. Et encore Bellamy. Alors, j'avais été Christophe Lagarde, alors. Oui, j'avais été invité par vous-même, TV Liberté, il y a quelques années, en prenant le vote blanc, parce que je disais que, étant donné que j'étais européen et que rien ne me plaisait, le vote blanc était le vote le plus identitaire. Donc j'hésite entre un vote quand même pour Renaud Camus qui ne servira à rien, mais au moins j'aurai la sympathie de le faire, et un vote décoratif pour faire bondir au plafond ceux qui seront chargés d'ouvrir les bulletins. Merci beaucoup Thomas Ferrier. Et après les européennes, vous reprenez le collier. Vous maintiendrez je la même ne politique, cesserai la pas même... tant que l'Europe unie n'aura pas eu lieu. Merci.